Conakry, 10 novembre 2014, au sommaire, les opérateurs économiques guinéens, privés guinéens et marocains reçus ce lundi par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Il a été question des accords de partenariat signés entre les deux parties. Le contrôle physique des agents de la fonction publique, l'opération est bien suivie. Dans les départements ministériels, le pointage vise à identifier qui vient et qui ne vient pas au travail. Au sommaire encore, le Namoufare, une danse qui attire et s'impose dans le milieu juvénile. À Conakry, le Namoufare prend de l'ampleur et déplace des foules. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Quel est le niveau d'avancement des accords de partenariat signés entre les opérateurs économiques privés guinéens et marocains? C'est pour répondre à cette question que le président de la République, professeur Alpha Condé, a rencontré ce lundi les entreprises signataires de ces accords. Suivez le compte-rendu signé de Mohamed Amin Souma. Ce sont des patrons d'entreprises guinéennes et groupements d'entreprises qui ont signé des accords de partenariat avec le Maroc. Le président de la République les a rencontrés ce lundi pour s'informer du suivi d'accords issus du Forum Maroc-Guinée du 7 au 9 septembre dernier. Savoir les différents projets que vous avez avec vos partenaires marocains, où nous en sommes exactement, que chacun fasse le point de là où il est avec ses partenaires, pour qu'on sache exactement. En leur nom, le PDG de Sonit Pêche a fait le point de la situation. Nous avons signé une convention avec la société Unimer. Cette société marocaine était avec la délégation marocaine. Cette convention consiste à créer une unité agroalimentaire à Mafraya. Il s'agit de la production des ananas et de la transformation de ces ananas en tranches d'ananas. Nous avons adressé une correspondance à Madame la ministre de l'Agriculture pour lui demander de nous assister pour obtenir 100 hectares dans la région, dont 10 vont être consacrés pour le montage de l'usine et les 90 pour la production des ananas. Dans sa politique d'appui au secteur privé guinéen, le président de la République accorde la priorité aux femmes. Vous n'êtes pas sans savoir aussi le besoin de formation que nous avons aujourd'hui en Guinée dans le métier du tourisme. Et au niveau de l'accueil, au niveau du service, à tous les niveaux du secteur touristique, on a besoin de renforcer les ressources humaines. Donc nous sommes en discussion avec une structure qui va d'abord nous aider à déterminer ce qu'il nous faut, à nous associer avec une structure de formation marocaine pour pouvoir ouvrir au niveau de la fédération où nous nous sommes organisés. Il y a plusieurs parmi nous qui ont des instituts de formation, non seulement à Conakry, mais à Kindia jusqu'à Zérékoré. Et nous sommes en train d'avancer très fort. Moi, j'ai signé une convention avec une grande imprimerie au Ghana. Et les gens sont très décidés. Nous avons de très bonnes relations. Nous sommes en train de rechercher des fonds. Nous avons fait tout ce qui est en ce sens pour le soumettre aux banquiers d'ici et de l'extérieur. Ce sont en tout une trentaine d'entreprises guinéennes et groupements d'entreprises qui sont signataires de ces accords, au nombre desquels les sociétés d'imprimerie, de téléphonie mobile, de banques, d'industrie du tourisme et d'artisanat, d'imprimerie et de BTP. Sans langue de bois, professeur Alpha Condé ne cache pas sa volonté d'œuvrer à tout mettre en œuvre pour relancer les industries du pays. Objectif visé, amener le secteur privé guinéen à prendre une part active dans le développement socio-économique du pays, mais aussi aider à la création d'emplois. Au sortir de cette rencontre, les quelques opérateurs économiques ne cachent pas leurs sentiments. Suivez les réactions recueillies par Mohamed Amin Souma. L'objet même de la rencontre était de faire le point des conventions et protocoles qui ont été signés entre la partie marocaine du secteur privé et la partie guinéenne, parce que nous savons que de l'autre côté, il y a un suivi régulier. Et donc à notre niveau aussi, il faut qu'on se prépare, puisque nous sommes en train de combattre actuellement Ebola. Et dès après que
tout ce qui a été signé puisse commencer. Le groupe du COPRES a signé une convention de collaboration avec le groupe Ecomar qui évolue dans le BTP, qui évolue dans le montage et la mise à disposition des engins lourds. Ils sont spécialisés dans la fabrication des engins qui procèdent à la collecte, au transport des ordures ménagères. Aujourd'hui, c'est un transfert de savoir-faire, c'est une mise à disposition de tout le savoir-faire humain et tout ce qui est équipement en place pour démarrer l'un des premiers projets de la place avec Ecopress, qui est l'assainissement solide et liquide et le ramassage et la collecte des ordures sur Conakry. Moi, j'ai signé un accord avec l'une des plus grandes sociétés marocaines dans le domaine de l'agro-industrie. La société s'appelle Agropharma SA. Donc nous avons l'intention de renouveler les plantations en Guinée. Vous savez que nous avons beaucoup de plantations, mais les plantations sont vieillissantes. C'est les plantations fruitières, les fruits manga, goyave, papaye, la fruit de la passion qui va être une innovation en Guinée. La direction préfectorale des archives de Siguiri se trouve confrontée au manque de logistique et d'équipement pour l'archivage numérique. Les dossiers sont exposés à même le sol. Les responsables ont du mal à sauvegarder les documents historiques de la cité aurifère de Siguiri. Les travailleurs expriment leur inquiétude. Mamadou Alphabadé lance un SOS. Regardez. Des milliers de dossiers entassés les uns sur les autres. À Siguiri, l'heure de l'archivage numérique se fait encore attendre. Les autorités n'ont qu'à nous aider à mémoriser nos archives. S'il y a un très grand maintenant, alors vraiment nous sommes fatigués quand quelqu'un vient pour avoir les renseignements alors de sa parcelle. Alors il faut quelques heures pour pouvoir le retrouver. À ce jour, la majorité des conflits domaniaux, par exemple, seraient dus à la problématique de la non-numérisation de ces documents selon les responsables de l'aménagement du territoire à Siguiri. Le premier lotissement de la ville date de 1912. Il y a beaucoup de dossiers qui sont déposés aux archives et là, ce n'est pas informatisé. À l'heure qu'il faut un peu compter plus de 10 000 dossiers déposés aux archives. Il n'y a pas une donnée de base qui a été créée. Ça peut créer des difficultés. La numérisation des archives connaît un sérieux retard en Guinée. À Siguiri, plus de 10 000 dossiers attendent d'être numérisés. À Mankountan, c'est dans la préfecture de Bofa, un champ de riz est en expérimentation là-bas. Il est initié par un opérateur économique guinéen avec l'appui des partenaires indiens. L'action vise à accompagner la campagne agricole du gouvernement. Ces nouvelles variétés indiennes pourront certainement intéresser les producteurs guinéens. Le reportage de Abdoulaye Diallo. El Haj Alpha de Silla fait partie des personnes qui ont compris que la terre ne trahit pas. Agronome de formation, cet opérateur économique de vocation investit chaque année dans l'agriculture, comme ici à concourir dans la sous-préfecture de Mankountan, préfecture de Bofa. Sa vision est de participer à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Depuis très longtemps, je voulais dans ça. Et l'arrivée du professeur Alpha Condé, qui a comme priorité des priorités, l'autosuffisance alimentaire. Donc, un plus qui m'attire à faire venir des investisseurs qui ont des moyens, non seulement des moyens financiers, mais la technologie pour nous permettre de produire et ne plus importer de riz. Cette année, l'homme a fait appel à des partenaires indiens. Résultat, un champ de riz de 60 hectares réalisé dans le but d'expérimenter les variétés indiennes. Il s'agit de tester cette variété en fonction des caractéristiques du sol guinéen. We are understood that these three varieties are most suitable for. Les trois variétés indiennes qu'ils ont essayées ici vont très bien avec ce sol. Donc je crois qu'ils ont l'intention de progresser avec les trois variétés-là. Ils vont produire les trois variétés, plus cette fois-ci il est venu avec quelques échantillons d'autres variétés qui vont essayer d'expérimenter pour voir lequel qu'il faut beaucoup poser. L'analyse a montré que le sol où nous évoluons maintenant là regorge un taux de sel élevé. Ils ont tous les moyens de corriger ça, mais il fallait semer cette année sans corriger et voir qu'est-ce que c'est. L'année prochaine, ils vont corriger et nous allons commencer à travailler.
À quelques jours du lancement des activités de la récolte, les autorités administratives et les populations de Mankountan apprécient le résultat. L'autre temps fort de cette édition, le contrôle physique des fonctionnaires de l'administration publique se poursuit à Conakry et à l'intérieur du pays. Le pointage des agents se déroule normalement dans les ministères. C'est le cas du ministère des Affaires étrangères, où nos reporters sont allés voir et apprécier l'opération de pointage. Voici le reportage de Baba Kouyati. Une semaine après la rentrée en vigueur du pointage physique des travailleurs des services publics, le constat est relativement positif. Il est 8h30 au ministère d'État en charge des affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Ici, les travailleurs se font enregistrer tous les matins. À la direction Afrique, Asie et Moyen-Orient, par exemple, sur un effectif de 44 fonctionnaires, 42 se présentent. Ça a été une opportunité pour que l'engouement soit créé au niveau du personnel. Même ceux-là qui n'avaient pas l'habitude d'être très tôt, se sont donné la peine d'être très tôt et de se faire pointer. Cette mesure est appréciée par le chef du département. Selon la réglementation, les travailleurs doivent être à leur poste aux heures indiquées. Je pense que la ponctualité et l'assiduité sont des critères pour un rendement effectif au niveau de l'administration. Je ne peux que me féliciter de cette décision. Je pense que cela doit être suivi parce que le temps de travail compte et il faut le mettre à profit pour le bien du pays. Le pointage physique est l'une des mesures de consolidation des acquis de l'identification biométrique des fonctionnaires. Au dire du chef de cabinet de la fonction publique, toutes les dispositions sont prises pour rendre effective cette mesure qui n'est pas à sa première expérimentation. Avant la fin de l'opération, on vous dira certainement les mesures qui vont suivre. Mais ce qui est clair, le contrôle se fera. Et ceux qui ne répondront pas au contrôle, ils seront purement et simplement sanctionnés. Parmi les mesures, et entre autres mesures plutôt, la radiation pure et simplement des fonctionnaires, des gens qui se disent fonctionnaires, qui travaillent soit dans le privé ou qui sont à l'étranger. À la fin du mois, les présences et absences des agents de l'État vont être capitalisées pour tirer les leçons. Mais en attendant, des centaines de fonctionnaires non postés se trouvent dans les départements ministériels. Dans l'actualité encore, la gestion démocratique des foules sans violence. La question a dominé la session de formation organisée par l'Union européenne en direction de la police de proximité pendant 3 semaines. Les agents affectés au commissariat pilote de Zérékouré ont bénéficié de cette formation. Les stagiaires ont reçu ce lundi leur attestation. C'était en présence du nouveau ministre de la Sécurité, Abdelkarim Kamara. Après avoir équipé et réhabilité les commissariats pilotes, l'Union européenne engage le volet formation de la police de proximité. Ces 33 agents du commissariat de Zérékouré sortent d'une session de formation à l'idée de rapprocher la police de sa population. Ils ont été imprégnés de la gestion technique professionnelle en intervention et la gestion démocratique des foules sans violence. Elle s'accompagne aussi d'interventions extérieures, notamment de la protection civile pour la formation aux gestes de premier secours et également par l'intervention d'un médecin et d'un infirmier français qui sont venus sensibiliser et qui reviendront le faire pour les sessions à venir, les policiers, sur la problématique Ebola. Au sortir de cette formation, ces agents stagiaires affirment avoir beaucoup appris en matière de police de proximité. Ils s'engagent à restituer les acquis de ce qu'ils ont reçu. Nous n'allons pas nous asseoir parce qu'on a fait telle formation. Il faut qu'on mette ça en pratique pour que la population se sente à l'aise. Parce que notre formation, c'est pour d'abord protéger la population et leurs biens. Pour le ministère de la Sécurité, tout état de droit se construit avec une police qui a déjà gagné la confiance de sa population. Cette police de proximité vise à transformer l'image de la police nationale en la rendant plus efficace et l'amener à améliorer les relations avec la population en plaçant le citoyen au cœur du dispositif de sécurité.
Initialement prévue à Zérékoré, la formation a été délocalisée à Conakry à cause de la fièvre Ebola, dont l'épicentre est la région forestière. 100 autres agents venus de Matam et de Ratoma ont entamé ce lundi la même formation sur la police de proximité. L'autre image de l'actualité nationale, une rentrée universitaire sans Ebola, c'est la préoccupation des autorités de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. À l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, des séances de sensibilisation sont organisées à l'intention des enseignants en vue d'assurer une rentrée universitaire sans Ebola. Le point avec Francis Colli. À quand la rentrée des classes 2014-2015? Cette question, étudiants et parents se la posent sans aucune réponse rassurante à cause de la fièvre à virus Ebola. Avec les nouvelles mesures de prévention en vigueur, les enseignants et chercheurs du supérieur se forment pour une rentrée universitaire sans Ebola. Les mesures utiles pour l'ouverture des classes, c'est d'abord primordialement de donner l'information aux différents enseignants, comment prévenir la maladie à virus Ebola, et aussi d'essayer de mettre des comités de veille dans chaque institution afin de gérer les cas suspects de la maladie à virus Ebola, et d'essayer aussi de mettre les outils de protection tels que les kits de lavage des mains, les thermoflash, pour mesurer la température de toutes les personnes qui vont accéder aux différentes institutions d'enseignement. Cette communication sur les mesures de prévention et les dispositifs à mettre sur place est plus que nécessaire pour le retour des étudiants. Cette maladie nous met à l'épreuve tous. Donc tout le monde doit s'impliquer de la base au sommet. Et donc venir dans l'enceinte de l'université où nous recevrons, après l'ouverture de beaucoup d'enseignants, mais aussi d'étudiants venant de divers horizons, il est important de former d'abord les enseignants sur cette pathologie, mais aussi qu'à l'ouverture et avant ça, que les étudiants aussi soient formés. Le lavage des mains, l'utilisation du thermoflash et les fiches de contrôle d'accès sont les mesures qui seront exigées dans les institutions d'enseignement public et privé du pays. Dans le même registre, les comités de veille pour la lutte contre Ebola seront bientôt installés dans les communautés villageoises. L'opération est pilotée par la société civile et l'UNICEF. Une réunion technique s'est tenue à cet effet dans la préfecture de Forêt-Caria. Objectif expliquer aux communautés la mission des comités de veille. Bernard Tonguino, Saint-Martin, reportage. Forêt-Caria, l'une des préfectures touchées par l'épidémie de la fièvre Ebola. C'est dans cette ville que l'UNICEF lance le processus de mise en place des comités de veille. Ces structures locales, composées essentiellement des membres de la communauté, vont désormais piloter la lutte contre l'épidémie, avec pour mission principale la sensibilisation, l'identification et la déclaration des cas suspects. Dans ces registres figure également l'enterrement sécurisé des victimes d'Ebola. La partition que la communauté doit jouer dans la lutte contre Ebola en permettant la facilitation de la circulation de l'information de la communauté vers les structures en charge de la prise en charge des cas d'Ebola, vers les structures en charge de l'appui à la gestion des conséquences de Ebola. C'est ça qui est l'engagement de l'UNICEF. Et c'est pour bâtir cet engagement que nous sommes ici à Forêt-Caria aujourd'hui. L'opération est facilitée par la société civile. Elle associe toutes les composantes de la communauté, jeunes, sages, femmes, religieux, communicateurs et guérisseurs traditionnels seront représentés dans ces comités de veille dans toutes les collectivités de Forêt-Caria. Sans la mobilisation communautaire, on ne peut pas réussir la lutte contre Ebola. La société civile, suite à l'appel qui a été lancé par le chef de l'État, aux syndicats, à toutes les composantes de notre pays, la société civile a pris l'engagement de donner une autre allure à la riposte, que ce soit une riposte de bas en haut, que ce ne soit pas une riposte de haut en bas. L'UNICEF et la société civile, avec les autorités préfectorales, nous allons mettre en place ces comités de veille qui, de la base au sommet, vont essayer tout l'argument possible et avec la volonté d'éradiquer Ebola. Pour la seule préfecture de Forêt-Caria, 121 comités de veille seront constitués avec 700 responsables locaux formés à ce sujet.
Par cette approche participative, l'UNICEF entend mieux responsabiliser et impliquer les communautés elles-mêmes dans la prévention de l'épidémie d'Ebola. Des motos pour les structures sanitaires de la région forestière, c'est un geste de l'UNICEF pour appuyer l'effort de l'État guinéen dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. La remise de ces engins s'est déroulée dans la préfecture de Zérékouré. Mohamed Saliou Paye, un autre reporter basé dans la région. Cette volonté exprimée de l'UNICEF est un plus dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Ces 40 motos, pour un coût global de 350 millions de nos francs, viennent renforcer la position des 6 préfectures bénéficiaires dans la lutte contre l'épidémie. C'est un geste comme parmi tant d'autres. Nous voulons mettre à profit le passage de cette forte délégation qui est venue nous accompagner, nous appuyer pour faire ce geste symbolique. Ce geste qui vient s'ajouter à d'autres actes déjà posés par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF réjouit l'autorité régionale de Nzérékoré. Je m'en voudrais si à cette occasion je ne remerciais pas toutes les agences du système des Nations Unies pour le combat acharné que ces agences ne cessent de mener pour la lutte contre Ebola en Guinée et dans la région forestière en étroite collaboration avec son Excellence Monsieur le Président de la République et ses représentants sur le terrain. Pour le représentant spécial des Nations Unies, le constat sur le terrain nécessite la convergence des actions pour maîtriser la chaîne de contamination. On va faire tous la même chose, mettre en place tout ce qui est nécessaire pour convaincre le virus. Cette autre intervention de l'UNICEF dénote l'engagement des institutions internationales à œuvrer auprès des autorités guinéennes en vue de mettre fin à la contamination du virus. Dans le même registre, l'hôpital de Donka bénéficie d'un important lot de kits et matériel sanitaire. Ce don est offert par l'ONG Femmes et Développement. A précisé que plusieurs autres partenaires et bonne volonté apportent leur soutien à l'État guinéen dans la lutte contre le virus Ebola. Nabi Zakaria Bangoura fait la synthèse. Dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola et son éradication en Guinée, les femmes ne sont pas en marge. C'est dans ce contexte que l'ONG Femmes et Développement et l'Association Appui pour le développement des secteurs informels et alphabétisation, ATIA, en partenariat avec le groupe des femmes leaders pour la paix et la bonne gouvernance, ont offert un important lot de kits et matériel sanitaire à l'hôpital de Donka. Ces équipements devraient assurer la prévention contre la maladie, mais aussi faciliter la mobilité du personnel médical vers les patients. Les femmes sont beaucoup touchées par cette épidémie Ebola. Donc, et puis je suis guinéenne, je suis aussi africaine. Donc, ma motivation aujourd'hui, c'est d'aider mon pays à éradiquer ce maudit virus Ebola. À Koya également, les entreprises s'impliquent dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. L'Enviro Africa et Golden Associati ont remis 50 lots de kits sanitaires aux populations de cette localité située près de la porte d'entrée de la capitale. En tant que citoyens guinéens, nous sommes contents et heureux de contribuer à la réduction de ce fléau en Guinée. C'est le choix de Koya pouvait être le choix sur une autre préfecture, mais ce n'est qu'un début. Nous commençons par Koya, nous allons aller à d'autres endroits. À Sédirine, l'appel du chef de l'État est bien compris dans le cadre de la riposte contre Ebola. Les fils patriotes s'impliquent financièrement pour éradiquer cette épidémie en Guinée. C'est le cas de l'opérateur économique M. Barou Koulibaly qui vient d'offrir un montant de 50 millions de francs pour le comité de crise de Sédirine et les 4 autres préfectures de la région de Kankan. Au nom de l'autorité préfectorale et communale, nous sommes comblés de joie. Et nous demandons à tous les dignes filles de Sédirine de se comparer à M. Barou. Parce que ce n'est pas la première fois. Cette cérémonie a été marquée par des messages de sensibilisation et des témoignages de satisfaction et de reconnaissance à l'endroit du donateur.
Déplacement, le ministre d'État en charge des télécommunications et le ministre de l'Énergie étaient en séjour de travail à Kindia. Oye Gilavogui, Cheikh Talibi Silla ont rendu visite aux populations de Gomba. Ils ont pour l'occasion transmis les messages de paix et d'encouragement du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Il a également été question du désenclavement des zones de production. Le reportage de Nabi Kamara dans de prochaines éditions d'information. L'ambassadeur de la paix apporte son aide à la RTG Koloma et la Jeriba Jabi a offert ce lundi des chaises à la radio-diffusion télévision guinéenne. Cet humanitaire n'est pas son premier geste en direction des journalistes, un geste hautement apprécié par les professionnels des médias d'État. Habib Cham, Adama Traoré Elsa signent ce reportage. C'est un personnage très populaire à cause de ses nombreuses actions humanitaires dans son pays. En visite à la RTG Koloma, Elhadj Jeriba Diaby gratifie l'institution par ce lot de chaises pour améliorer le confort des travailleurs. Le geste est accueilli dans l'enthousiasme. Vous nous avez montré que vous êtes un vrai Guinéen, un grand Guinéen. Vous ne vivez pas ici, mais chaque fois qu'il y a eu un événement au niveau de la RTG, au niveau de la Guinée, on a senti votre présence. Que vous soyez en Guinée ou pas, nous avons senti votre présence. Cet autre don vient nous montrer encore une fois combien vous tenez à votre nation, combien vous tenez à votre pays. Merci pour toute l'attention que vous portez à la RTG. Ici, comme ailleurs, quand nous quittons Conakry pour la France, c'est le même respect, c'est la même attention que vous nous portez. Courtois et plein de sagesse, l'ambassadeur de la paix porte un grand intérêt au bien-être de l'homme. Dans cet esprit, Elhadj Jeriba Diaby réserve une place de choix aux hommes de médias. La RTC, c'est la maison de la Guinée, c'est la vitrine de notre pays, mais sans oublier que tous les personnels de RTC sont les amis de Elhadj Jeriba Diaby. Pour aider son pays, on n'a pas besoin d'avoir des milliards. On peut intervenir en faisant de petits gestes. Ça ne pouvait qu'agrandir notre maison et rendre plus beau et mettre nos personnels qui sont ici en l'aise. Quelques instants après, l'ami de la presse est acclamé par nos consorts de la maison. L'occasion pour les dames de vanter le mérite de ce concitoyen. C'est une occasion pour moi, d'abord au nom de notre service, au nom de toutes les femmes de la RTG Koloma, de remercier Elhadj pour les pains qu'il nous a offerts lors de la fête internationale des femmes le 8 mars 2014. Elhadj, merci. Merci beaucoup. Au mois de juin, j'avais reçu l'ambassadeur de la paix dans l'invité de la rédaction et avant de passer au plateau, il a visité la RTG, les différents services de la RTG ici de Koloma et il a remarqué que les journalistes et les techniciens n'avaient pas des chaises adéquates pour pouvoir travailler, qu'il avait décidé de nous offrir des chaises et des fauteuils dignes de ce nom. L'ambassadeur de la paix n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Apolitique et fondu dans la religion, il promet de poursuivre ses actions humanitaires, mais aussi son combat pour une société apaisée. Dans l'actualité africaine et internationale, massacre au Nigeria, on déplore plusieurs morts. Mais attention, les images sont insoutenables. C'est le premier élément de nouvelles africaines sous forme de télégramme. Regardez. Nouveau massacre au Nigeria, une cinquantaine d'adolescents ont été tués, au moins 80 blessés, comme on le voit sur ces photos issues des réseaux sociaux. Un kamikaze s'est fait exploser dans leur collège dans une ville du nord-est du pays où la secte islamiste Boko Haram est très implantée. C'est officiel, le président sud-africain est visé par une enquête. La police l'a confirmé lundi par écrit aux députés. Jacob Zuma est soupçonné d'avoir fait des travaux dans sa résidence privée aux frais du contribuable. Des révélations faites en mars dernier par la médiatrice de la République. Montant estimé de la facture, plus de 16 millions d'euros investis pour construire notamment une piscine dans cette maison que la presse a surnommée le palais de la corruption. Inauguration en grande pompe de l'usine Renault près d'Oran. Plusieurs ministres français et algériens ont fait le déplacement. Ce site est détenu à 49% par le constructeur français et à 51% par l'État algérien. L'usine produira 25 000 véhicules par an, essentiellement destinés au marché local. Ce seront les premières voitures jamais construites en Algérie.
Et puis sport, Cannes 2015, vive polémique autour du report de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football en raison de l'Ebola, de l'épidémie Ebola. Le Maroc demande le report de l'événement. Suivez ce reportage. À 24 heures de la très attendue décision relative à l'organisation de la Cannes 2015, au sein du comité exécutif de la Confédération africaine de football, une tendance se dessine. De plus en plus de voix s'élèvent pour s'opposer au report de la compétition prévue du 17 janvier au 8 février. Ce journaliste camerounais couvre depuis plusieurs années des phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations pour la radio nationale. Comme certains membres de la CAF, il estime que le report de la Cannes 2015 pourrait priver l'instance tutélaire du football africain de ressources vitales. Ce report, à mon sens, aurait des conséquences lourdes aussi bien pour le pays organisateur que pour les pays participants, parce que programmer un événement de cette envergure de longue date et brutalement le reporter serait suicidaire pour toutes les parties. Dimanche, le Maroc a indiqué qu'il croyait encore en la possibilité d'un dialogue avec la Confédération africaine de football. Mais Rabat maintient sa requête de report de la Cannes de janvier 2015 à janvier 2016 en raison de l'épidémie d'Ebola. Sa décision communiquée samedi à la CAF est très commentée dans les milieux du football amateur sur le continent. En Côte d'Ivoire, la polémique enfle. Imaginez-vous un instant qu'on dit qu'il y a un seul cas d'Ebola là-bas. Vraiment, tous les touristes vont fuir. Or, c'est la première source de revenus du Maroc. Donc, je les comprends un peu dans ce sens-là. Mais j'aurais préféré qu'ils ne refusent pas. Un petit report serait quand même intéressant. Parce que le Maroc aussi est un pays africain. Et c'est l'Afrique qui est en majorité touchée par ce virus-là. En attendant la fin mardi de l'imbroglio autour de la Cannes 2015, les sélections africaines poursuivent de manière imperturbable leur préparation. Ce week-end vont se disputer les matchs comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Culture, avant de refermer cette édition, le Namoufare, une danse qui fascine et s'impose dans le milieu juvénile. À Conakry, les spectacles de danse organisés dans les quartiers attirent et déplacent des foules. Le Namoufare est purement guinéen. Notre reporter Mabinti Souma nous amène à la découverte de cette danse. Regardez et appréciez. Se déroule le Namoufare, une danse très populaire en ce moment à Conakry et ses environs. Chaque soir, l'effervescence des spectateurs autour de la piste de danse en témoigne. Afia, Bonfli, Dixine et Matam sont en effervescence. Ce vendredi soir, et comme tous les autres jours de la semaine, ces quartiers populaires de Conakry sont animés par un spectacle de rue qui passionne les femmes et les adolescents. Son nom, Namoufare ou Fonikifare, signifie la danse traditionnelle ou danse des jeunes. Une chaîne musicale, parfois un ordinateur, ainsi que quelques chaises, suffisent pour faire le show. Le disque joker DJ, micro à main, invite les danseurs sur la piste de danse pour des prestations solo. Je fais ça pour animer mon quartier et puis pour mettre le quartier à faire en mouvement. Cette inspiration, ça vient dans la tête comme ça, donc tu peux pas dire que tu peux partir à la maison, bicher ça ou bien répéter. Namoufare est un mélange de pas traditionnel et de pas moderne. Sur une musique parfois instrumentale, les danseurs exécutent des pas avec vivacité sur le regard amusé et enthousiaste des spectateurs. Le rythme est bien cadencé. J'aime ces spectacles. D'ailleurs, moi aussi, je danse souvent. Cette danse est une bonne chose pour notre pays. Nous soutenons nos enfants. À ses débuts pourtant, cette danse devenue célèbre était très controversée. Mais avec l'enthousiasme et la fougue des pionniers, le mouvement a survécu et prospéré dans les quartiers. Une danse qui au départ était mal perçue par tout le monde, avec l'aide de beaucoup de personnes qui m'ont soutenu, qui sont de vrais professionnels à la culture. J'ai pu changer la danse qui se faisait. Il est 23h30. Notre tournée nocturne se termine ici, là où tout a commencé.
Matam, ce quartier populaire en banlieue de Conakry, est la terre de naissance du Namoufari. Ici, le phénomène culturel déchaîne des passions chez les jeunes et les grands. Mamadi Kanté, alias Tchendji, est l'un des précurseurs, il y a cela 2 ans. Une fois l'organisation est venue dans ma tête, derrière ma petite prestation ici, on était 3 à 4 personnes entre des amis. On s'habillait mal et on dansait mal. Avant que le but là même sorte, on le pratiquait sur le son de Kanga Gongoman avec Zitanienne. L'origine des Forignards quand même s'appelait Forignards et Balagnari. Cette danse d'expression dans les bas quartiers va vite se développer. Au bout d'1 an, un premier album est sur le marché. Son auteur, Nabil Awadesouma, alias Finan, va faire découvrir Namoufari au grand public. On a fait un album costaud. Comme on peut dire ça, c'est une fierté pour moi. Donc on doit danser proprement. Ça, c'est pour la Guinée. Cette danse, ça, c'est pour la Guinée. C'est pas dans les autres pays. Ça, c'est pour nous, la population guinéenne quand même. Namoufari ou Funikefari est un véritable mouvement culturel et social. Son rythme et l'inspiration de ses interprètes en font aujourd'hui le moyen de distraction le plus populaire à Conakry. Toutefois, en cette période d'épidémie, il est étonnant de remarquer l'absence de dispositifs sanitaires. Pendant les spectacles, jeunes et grands ne pensent qu'à une seule chose, exprimer leur passion. Voilà, ce reportage de Mabinti Souma sur la danse Namoufari met fin à cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.